Il est 20h15 à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 28 juin. À la une ce soir, la fête et le bilan du contrat de désendettement et de développement en présence du Premier ministre. 5 ans de mise en œuvre, bilan jugé satisfaisant avec un taux de décaissement de plus de 1000 milliards de francs CFA. À suivre votre dossier politique sur les collectivités à l'épreuve du terrain. Des ordures par-ci, des artères mal entretenues par-là, alors que font les maires et les conseils régionaux? Enquête et réponse dans le dossier politique de ce soir. Et hors de nos frontières, 15 morts dans l'incendie d'un marché à Nairobi au Kenya et plus de 70 blessés. Les causes de l'incendie ne sont pas établies. Et enfin, Mondial 2018, la Colombie et le Japon en 8e de finale, le Sénégal, seul espoir des Africains, éliminés. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le Premier ministre, à la célébration des 5 ans du contrat de désendettement et de développement, bilan satisfaisant sur l'ensemble des C2D 1 et 2, avec un taux de décaissement de 87%, soit plus de 1000 milliards de francs CFA. Le point des faits marquants de la journée avec Cheikh Koné. C'est le 26 juin 2012 que la Côte d'Ivoire bénéficie d'un allègement de sa dette vis-à-vis de la France dans le cadre de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés, PPTE. Le montant de la dette, 2500 milliards de francs CFA. Une partie de ce montant, soit 600 milliards de francs CFA, est annulée et les 1900 milliards de francs CFA restants sont affectés au financement de projets de développement à travers un mécanisme innovant d'aide appelé Contrat de désendettement et de développement, C2D. 5 ans après sa mise en œuvre, quel bilan? L'objectif principal de cette 3e réunion du comité d'orientation et de suivi du contrat COS-C2D est de faire le bilan de ces années en vue de capitaliser les acquis et préparer le lancement du 3e C2D. Je dois dire que ce bilan est satisfaisant puisque nous avons 87% de taux de décaissement, ce qui est important dans le cadre de ce type de projet, que ce sont des projets qui s'exécutent sur l'ensemble du territoire national et tous l'ensemble des secteurs qui améliorent le quotidien des Ivoiriens, que ce soit le secteur de l'eau, que ce soit le secteur des infrastructures routières et qui permettent aussi, au niveau notamment de l'agriculture, de procurer des revenus à nos populations. Une satisfaction attestée par les rapports d'audit de 2 cabinets internationaux qui notent le respect des procédures d'exécution des dépenses, mais également l'absence d'anomalies sur les ouvrages réalisés aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Des projets très concrets ont été réalisés et une très grande fluidité de fonctionnement a été obtenue entre les équipes françaises et ivoiriennes. Le choix des projets répond à la politique ivoirienne de développement. Donc c'est notre approche que d'être en partenaire de cette politique de développement. Le montant cumulé des 2 contrats de désendettement et de développement C2D sur les périodes 2012-2015 et 2014-2020 porte sur une enveloppe de 1151,25 milliards de francs CFA. 7 secteurs dont l'éducation, l'emploi, la justice, les infrastructures et la sécurité ont bénéficié d'investissements majeurs sur toute l'étendue du territoire, au grand bonheur des partenaires techniques. On peut humblement estimer que le bilan est très positif. Donc c'est l'occasion de chacun des acteurs de faire son bilan personnel, de faire un bilan consolidé au CDD et de voir les perspectives dans les 3-4 années qui arrivent. Mécanisme d'aide au développement s'appuyant sur une gestion collégiale entre plusieurs acteurs, le C2D s'est imposé comme un véritable instrument de coopération. Cependant, quelques dysfonctionnements restent à parfaire, selon la société civile. Il faut renforcer la décentralisation et l'administration ivoirienne pour qu'elle soit opérationnelle afin de prendre en charge vraiment tous les projets réalisés. La célébration de cette journée s'est poursuivie avec une visite guidée de l'exposition photo des activités ainsi que la présentation du nouveau logo du C2D. Mais avant, Amadou Gon Coulibaly a procédé à la signature de la convention d'affectation du projet d'appui au développement économique et écologique des territoires ruraux en Côte d'Ivoire,
dénommé Écoterre, sur le deuxième CDD. Et 50 chefs d'entreprise françaises membres du MEDEF international étaient ici même à Abidjan. L'objectif pour ces responsables d'entreprise était de renforcer leur place en Côte d'Ivoire en mettant l'accent sur de nouvelles opportunités d'affaires. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. C'est d'abord le ministre Souleymane Diarra-Souba qui a reçu la délégation du mouvement des entreprises de France. Il leur a présenté les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre le plan national de développement. Notre pays regorge d'importantes réserves d'or, de diamants, de manganèse, de bauxite, de fer, de nickel, de palladium et de scandium pour lesquels le gouvernement a décidé d'accroître significativement la production. La délégation du MEDEF international a pu à cet effet s'imprégner des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire à la faveur d'un déjeuner d'affaires avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGC. Nous nous réjouissons de la tenue de cette rencontre qui représente pour le secteur privé ivoirien une opportunité propice au développement de nos activités et le renforcement de la coopération ainsi que les relations commerciales entre nos entreprises et aussi entre la France et la Côte d'Ivoire. Les hommes d'affaires français ont achevé leur visite par une conférence de presse au cours de laquelle le chef de la délégation, Bruno Mettling, a plaidé pour une révision des mécanismes de coopération entre les secteurs privés des deux pays. Ce qui caractérise la présence française, sans doute, par rapport à d'autres entreprises présentes dans le pays, c'est cette volonté de s'inscrire durablement dans des logiques nouvelles et créatrices de valeur à travers des partenariats, à travers des filiales de plein exercice, qui sont de plus en plus souvent pilotées par des collaborateurs, par des dirigeants issus de Côte d'Ivoire. C'est une évolution profonde. La France est aujourd'hui le deuxième partenaire de la Côte d'Ivoire après la Chine. En 2016, les exportations françaises en direction de la Côte d'Ivoire étaient estimées à plus de 721 milliards de francs CFA. Les importations françaises depuis la Côte d'Ivoire, elles, se sont établies à 524,7 milliards de francs CFA, soit plus de 5% des exportations de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également ce soir, ce symposium sur l'inclusion financière en Côte d'Ivoire, c'est une initiative de l'État en partenariat avec le groupe de la Banque mondiale et le groupe consultatif d'assistance aux pauvres. Ouvert ce jeudi, ce symposium a dressé un état des lieux de l'inclusion financière et les perspectives de la finance digitale en Côte d'Ivoire. Les précisions de Jean-Jacques Kwambeala. De 34% en 2014, l'inclusion financière entendait la population adulte déclarant posséder un compte dans une banque, une institution de microfinance ou un compte de mobile money est passée à 41% en 2017. Une amélioration grâce au transfert d'argent par le téléphone portable. La digitalisation, par le fait que la majorité de la population possède un téléphone mobile, donc pourrait être détenteur d'un compte de mobile money, effectivement c'est un espoir de pouvoir utiliser ce canal pour toucher ces populations. L'objectif est d'atteindre le niveau de certains pays africains comme le Ghana et le Kenya où l'inclusion financière touche plus de 60% de la population. Ce qu'on a vu particulièrement au Kenya, c'est que cette croissance a été tirée donc, par le mobile money et particulièrement non seulement pour les services de paiement mais pour aussi l'accès à l'épargne et l'accès au crédit. Il faut créer un partenariat entre les banques et les services mobile money. Faire la promotion de l'inclusion financière par la digitalisation des services financiers en Côte d'Ivoire, la question est au centre des discussions. Il s'agit de permettre aux populations exclues du système bancaire classique d'être pris en compte et cela passe par des réformes. Ce symposium vient donc à point nommé pour approfondir l'ensemble des questions d'ordre pratique et réglementaire dont la résolution devait permettre la mise en place d'un écosystème favorable au développement de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire et partant la réussite de la transition vers la digitalisation. La digitalisation des moyens de paiement en Côte d'Ivoire, le projet est accompagné par la Banque mondiale. Au niveau de la défense, les capacités opérationnelles des sapeurs-pompiers renforcées en cette saison des pluies pour faire face justement aux catastrophes naturelles. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires vient donc de recevoir des engins roulants et du matériel d'une valeur d'1 milliard de francs CFA. Cérémonie de remise avec Konaté Moussa. 4 véhicules de secours d'assistance aux victimes,
5 flotteurs pneumatiques, du matériel d'incendie et biomédical, des équipements d'une valeur d'1 milliard de francs CFA offerts par le président de la République au groupement des sapeurs-pompiers militaires. Ce don concourra considérablement à l'amélioration de nos services envers les populations. En ce qui nous concerne, il s'agira de toujours placer la performance au cœur de nos missions pour mieux servir les populations. Je voudrais vous donner ici l'assurance que des dispositions seront prises par le commandement pour une utilisation judicieuse et efficace de ces matériels. Lors des récentes pluies diluviennes, les sapeurs-pompiers ont été fortement présents sur le terrain. Le ministre d'État, ministre de la Défense, salue les pompiers pour le travail abattu et les encourage à renforcer l'assistance aux populations. Les inondations, c'est le dérèglement climatique. Les grands pays, les États-Unis, la France, tout le monde en est victime. Mais ce qui est important, c'est comment chaque pays est préparé à affronter ces situations dramatiques. Cette catastrophe a mis en exergue l'engagement des sapeurs-pompiers militaires. Et je voudrais leur dire que toute la nation est fière du travail des pompiers. Je vous engage à continuer. Je voudrais leur dire un grand merci pour toutes ces vies préservées, avec détermination, engagement. Grand merci au président de la République qui chaque jour apporte des solutions concrètes dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. La remise officielle de ce matériel de secours a vu la présence du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambi. Rappelons qu'en 2013 et 2016, plusieurs engins de secours et matériel de sauvetage avaient été remis par le chef de l'État aux pompiers afin de mieux faire face aux cas de sinistres. Et il s'est ouvert ce matin un sommet sur le climat à Abidjan. Il s'agit pour les organisateurs d'impliquer les structures non étatiques dans la lutte contre les changements climatiques, nous dit Grace Kando. 500 participants, des acteurs non étatiques venus d'une quarantaine de pays, prennent part au sommet Climate Change qui porte sur le dérèglement climatique et ses conséquences, notamment la modification des précipitations, les inondations et la sécheresse. Ce sommet permettra de préparer des messages du continent africain qui seront portés au plus haut niveau et de montrer leur engagement en matière de lutte contre les changements climatiques. Une action qui nécessite des moyens financiers et une synergie d'action. Il est vrai que nous, gouvernement, œuvrons à construire des politiques et stratégies en harmonie avec le cadre international. Mais il convient de rendre la lutte opérationnelle en travaillant davantage avec les acteurs non étatiques. C'est donc un impératif pour nous tous de renforcer les initiatives ambitieuses qui intègrent tous les acteurs de développement pour mieux faire face aux menaces liées au changement climatique. La Constitution a pris en compte le financement des collectivités territoriales puisque la Constitution ivoirienne dit désormais lorsqu'on transfère la compétence, les ressources doivent être transférées automatiquement. Étant issus des collectivités territoriales, je voulais vous rassurer que l'application sera effective. 2018 est une année clé pour l'accélération de l'action contre le changement climatique. C'est pourquoi la COP24 prévue en Pologne en décembre prochain sera l'occasion de faire le point des parties pays à l'accord de Paris. On en vient au dossier politique avec cette triste réalité à Abidjan et dans les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Les ordures qui ont envahi le pays, le ramassage de ces ordures est devenu un casse-tête chinois depuis quelques années. Les mesures gouvernementales restent sans grand effet au constat. Alors, question entre conseils municipaux et régionaux, qui fait quoi exactement? La réponse dans le dossier politique de ce soir, signé Gabriel Zani. En 2017, le gouvernement consacre près de 17 milliards de francs CFA au ramassage des ordures. Les opérations Ville propre,
balai devant ta porte, grand ménage se succèdent dans les villes et communes. Parallèlement à cela, de nouvelles voies se créent. 80% des artères principales sont bitumées. Mais malgré ces investissements colossaux de l'État, les routes se dégradent au constat. Et l'entretien, l'assainissement des collectivités territoriales demeure un problème. Le maire, on l'a voté pour que nous soyons tous à l'aise. Mais nous voyons qu'il y a des défaillances quelque part. On nous a dit qu'on aurait un quartier chic. Des fois, tu vas dans les rues, les poubelles sont exposées partout. Donc on se demande s'il y a des budgets pour ça ou bien il n'y a pas de budget. L'insalubrité. En cause, les élus locaux, ces premiers administrateurs des communes. La mairie, vraiment, ne gère pas concrètement la commune. On voit que souvent, les mairies font exprès. Je ne sais pas, il y a les poubelles qui sont entassées devant les maisons. Bon, la CITAF ne passe pas pour ramasser, personne et la population se soulève pour faire ça sur le goudron. La plupart des communes du district d'Abidjan montrent des visages bien tristes. Selon les riverains, pourtant, les maires affirment qu'ils travaillent. Ça fait 3 mois que les rues de Makori ne sont pas balayées. La précollecte, ça nous coûte 250 millions. Nous allons plus loin. Quand on envoie au centre de groupage, il faut que ça soit ramassé pour aller à la décharge. Parce que si ce n'est pas ramassé, les opérateurs ne peuvent pas continuer d'envoyer là. Et là, ça bloque. Donc le petit qui vient prendre ses 1000 francs dans un ménage, parce qu'il ramasse les poubelles, s'il ne peut pas aller trop loin, il déverse dans le quartier. Si le ramassage des ordures produites par les ménages, les petits commerces, les restaurants dans les quartiers n'est pas de la responsabilité seule des élus locaux, le déguerpissement des petits commerçants installés sur les trottoirs l'est. Seulement voilà, le maire ne peut pas chasser ses futurs électeurs. Tout le problème est là. La difficulté, c'est à l'intérieur des quartiers. Ce sont nos populations. C'est ce petit commerce-là qui les nourrit. Avant de le faire, il faut les sensibiliser. Il faut parler. Dans toute la Côte d'Ivoire, les trottoirs sont occupés par les commerçants. C'est un travail difficile à faire. Parce qu'en même temps, si vous procédez par autorité à faire par tous ces dames-là, tous ces hommes-là, c'est comme si vous participez encore à la création du chômage. Autre boulet pour les maires dans l'accomplissement de leur mission. L'ineffectivité du transfert des compétences constitue un handicap majeur pour les maires qui gèrent à plein régime les communes. Le transfert des compétences, c'est aussi bien les ressources financières que les ressources humaines. 20% des ressources qui sont transférées, pour être plus précis, environ 13%. Tout le reste, ce sont les ministères qui donc gèrent ces ressources. Il n'y a aucune raison pour que ces ressources humaines ne soient pas transférées au niveau des collectivités territoriales si on veut que ces collectivités jouent pleinement leur rôle. Si elle a été voulue, la décentralisation, c'est une volonté de l'État, c'est une volonté du gouvernement. Il faut aller au bout. Un maire doit avoir il doit mettre ses propres moyens même en valeur d'abord. Mais tu n'as pas de moyens, tu viens, tu dis votez moi. Mais demain on te vote, tu ne fais rien. Après demain tu dis non, c'est pas moi, c'est l'État qui me donne les moyens. Non, nous on ne connaît pas l'État. Tu es venu faire ta campagne, c'est toi, nous on connaît. Mais la question de la décentralisation conférant véritablement le transfert de compétences, exemple tels les élus locaux de leurs devoirs régaliens, la réponse est non. Il y a une question de gouvernance au niveau des communes. Je prends le cas de Yopougon. Les plans d'origine de Yopougon comportaient des espaces verts, un habitat aéré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a constaté des installations anarchiques. Bien entendu, il n'y a pas que les maires seuls, les ministères aussi responsables, mais le désordre urbain est du ressort essentiellement des maires successifs dans les différentes communes. À ce niveau, notre responsabilité est totale. Les griefs contre les élus locaux sont légion et les conseils régionaux ne sont pas exclus. Nous sommes dans la région des Grands Ponts, précisément à Dabou. Les populations soulèvent ni l'existence des actions du conseil régional. Ça fait un bon moment qu'on a voté un président, mais on ne sait pas réellement si ce conseil régional existe à Dabou. La réponse du président du conseil régional est sans équivoque. Il ne faut pas oublier que le conseil régional, c'est un processus nouveau depuis 2013 que l'État a lancé. C'est grâce aux conseils régionaux qu'on a des centres de santé, qu'on a des ambulances, qu'on a des équipements dans les villages, qu'on a des collèges. Les conseils régionaux ont fait presque autant d'écoles que le ministère de l'Éducation nationale au niveau des écoles.
d'un point de vue statistique. Si les villes et régions de la Côte d'Ivoire sont ce qu'elles sont, cela ne dépend pas seulement des premiers responsables des collectivités territoriales. Nous avons par exemple l'université de Jacquesville, canadienne. La problématique qu'on rencontre dans la structuration des financements, c'est que souvent, les bailleurs de fonds nous demandent la garantie souveraine de l'État. Sur la table des maires, des conseillers régionaux, les projets de communes de régions agréables sont élaborés. Mais au final, l'insalubrité, la dégradation des routes, le développement approximatif, qui en est responsable? La direction de la décentralisation n'a pas souhaité pour l'heure répondre à cette question. Cependant, un début de solution se profile au SNRC, le Secrétariat national pour le renforcement des capacités. L'institution a pensé à dresser le profil de l'élu local et de la collectivité territoriale émergente. L'élu local nouveau doit être un visionnaire et un leader. Il doit pouvoir accorder la vision du gouvernement à son territoire. On dit aussi que l'élu local nouveau doit être un agent de développement. On dit que l'élu local nouveau doit pouvoir vendre son territoire au niveau national et au niveau international. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini le profil, le SNRC maintenant met un plan d'accompagnement pour les élus pour qu'ils arrivent à atteindre ce profil. 8 collectivités territoriales dont 5 communes, 2 régions, notamment la Nawa et le Kabadougou, et le district de Yamoussoukro sont les zones choisies pour le projet pilote du plan d'action du SNRC. Un plan prenant en compte la formation des élus locaux et la sensibilisation de la population pour un développement local inclusif. Voilà, c'était le dossier politique de ce soir sur les collectivités locales à l'épreuve du terrain, dossier signé Gabriel Zani. En bref, les dernières nouvelles concernant l'effondrement d'un immeuble à Yamoussoukro. Le directeur régional du ministère de la Construction de Yamoussoukro a été relevé de ses fonctions ce jour. Du 30 au 1er juillet prochain, le ministre Amadou Gon Coulibaly sera dans la région du Gor pour une visite officielle. Visite très attendue par les populations qui ont des attentes. La ville de Ouragayo sera la première étape. Reportage d'Oga Dogui et Godefroy Okambawa. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans la région du Gor du 30 juin au 1er juillet prochain. La première visite officielle qu'il rend dans le département de Gagnoa depuis sa nomination à la tête du gouvernement. Le doyen des cadres du département de Gagnoa, Joachim Djedjebagnon, rassure de l'intérêt que portent les populations pour cette visite. Dans l'espace de 4 ans, nous avons reçu le président de la République lui-même, nous avons reçu la première dame, nous avons reçu le président de l'Assemblée nationale, nous avons reçu le vice-président. Nous pouvons dire haut et fort que nous ne sommes pas négligés dans cette République de Côte d'Ivoire. C'est pour cela que j'invite toute la population que nous soyons tous au rendez-vous de reconnaissance, jeunes, femmes, en tout cas tous ceux qui ont des intérêts dans cette région sont invités. Tout est donc prêt à Gagnoa pour recevoir le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les populations espèrent en cette visite l'amélioration de leurs conditions de vie, notamment le règlement définitif du manque d'eau potable dans plusieurs villes du département, ainsi que l'amélioration du plateau technique médical. Nous avons toujours voulu que Gagnoa soit arrimé à la République et c'est avec joie que nous constatons aujourd'hui que ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire viennent vers Gagnoa, viennent à Gagnoa. C'est une première fois, donc nous tous on attend qu'ils viennent pour voir un peu, on va l'expliquer un peu les difficultés des jeunes qui sont ici. Et la monnaie, on veut essayer d'évoluer un peu pour qu'on puisse aller de l'avant, quoi. Ouragayo constitue la première étape de cette visite, puis Guibérois, Galibré et enfin Gagnoa.
Au chapitre défense, la gendarmerie se rapproche de la population. Journée porte ouverte à la gendarmerie nationale. C'est la toute première édition. Il s'agit de mieux faire connaître la gendarmerie donc à la population. Le reportage de Nadia Edia et de Sidonie Davila-Waka. Durant 3 jours, le grand public pourra s'informer sur l'organisation de la gendarmerie, ses missions, ses formations, ses infrastructures, ainsi que les résultats enregistrés lors des différentes opérations. Et ce, à l'occasion des journées portes ouvertes de la gendarmerie nationale. L'objectif principal est de restaurer le climat de confiance entre les gendarmes et la population. Aussi, notre objectif est-il de susciter des vocations parmi les plus jeunes afin de rajeunir les effectifs en personnel de qualité. Une journée animée par une démonstration de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, des témoignages et des visites de stands. Une découverte qu'apprécie la population venue nombreuse. C'est un honneur pour nous de prendre part à cette première journée et d'assister vraiment à cette magnifique cérémonie. Très souvent, la distance fait qu'il y a des préjugés, il y a certaines désinformations. Donc cette initiative est à louer. Bon, je suis venu, j'ai observé, j'ai remarqué beaucoup de choses dans le corps. J'aimerais être gendarme. Représentant le ministre de la Défense, Jean-Paul Malan a félicité la gendarmerie pour son engagement aux côtés des populations. Après cette visite, nous découvrirons qu'être gendarme n'est pas un engagement ordinaire, présent partout. Il traduit la présence de l'État sur l'ensemble du territoire et rassure les populations par la lutte qu'ils mènent contre les coupeurs de route, les bandits de grands chemins et parfois au péril de leur vie. Créée le 27 juillet 1960, la gendarmerie nationale a pour mission de veiller à la protection des biens et des personnes, à la sécurité des institutions de la République et au maintien de l'ordre sur le territoire national. Autre actualité ce soir, le FILOS, le Forum international du logement social, économique et de haut standing a refermé ses portes. 3 jours d'échange, les acteurs se disent satisfaits. Leur objectif aujourd'hui est d'accélérer le processus de construction et d'acquisition de logements à moindre coût et de qualité pour les ménages économiquement faibles en Côte d'Ivoire et en Afrique. Le point complet de Francis Boifo dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité religieuse, les opérations de prélèvement des données biométriques des pèlerins qui ont démarré le mardi 12 juin ont connu un coup d'arrêt dû à une panne informatique. Mais depuis lundi dernier, le problème est résolu. Le point avec Koné Pagassor. Boulevard La Trille, dans la commune de Cocody. Ces futurs pèlerins descendent de ce minicar et se dirigent au centre de demande de visa pour l'Arabie Saoudite. Ils sont venus se faire enrôler en vue de respecter la décision prise par les autorités saoudiennes, celle de la prise des empreintes digitales des candidats au Hajj 2018. Environ 5 minutes, c'est le temps que dure le processus pour chacun des candidats qui se réjouissent d'ailleurs du redémarrage de l'opération. Ce n'est pas notre pays. On arrive là-bas, on ne connaît rien de là-bas. Si on a tous nos coordonnées, ça va très bien nous faciliter le Hajj. Démarré le mardi 12 juin dernier, les opérations du prélèvement des données biométriques des futurs pèlerins avaient été interrompues. La cause, une panne informatique de l'opérateur technique désigné par les autorités de l'Arabie Saoudite. Depuis le lundi 25 juin, le problème a été résolu. Vu le retard accusé dans le calendrier initial, le comité de surveillance dirigé par le directeur général des cultes a animé un point presse. Les candidats au Hajj seront appelés individuellement par le centre d'appel du commissariat du Hajj pour connaître leur date de passage pour l'enrôlement. L'opérateur technique a prévu accroître sa capacité de travail en accueillant de nouveaux postes d'enrôlement. Nous voudrions en appeler au sens élevé de la discipline et de la patience de nos parents et des candidats au Hajj pour le bon déroulement de cette opération. Les responsables du comité de surveillance attirent l'attention des parents et des candidats au Hajj
quant au caractère obligatoire de la mesure prise par les autorités saoudiennes. Pour tout besoin complémentaire, ils invitent les futurs pèlerins à appeler au numéro suivant 46 22 42 22 40 58 51 58 78 45 21 45. Hors de nos frontières, 15 personnes au moins sont mortes et plus de 70 autres ont été blessées dans l'incendie du plus grand marché à ciel ouvert de la capitale kenyane, Nairobi. Les causes de l'incendie ne sont pas établies. Sénégal, donc seul espoir des Africains éliminés, il n'y aura aucune équipe africaine au deuxième tour de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1982. Et voilà, c'est la fin de ce 20h supervisé par Adama Kone et Victorine Yaoyobwe, à la réalisation Mariette Alangba, au prompteur perpétuellement. Merci de votre fidélité et bonne soirée à tous. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.